Voilé de brume, le fort Belin surplombait le bourg de Salins-les-Bains comme pour veiller sur un trésor. En bas, la Furieuse, sous-affluent du Rhône, coulait entre les murs de pierre. La rivière qui est là, et donc avec le thé qui est là. Pauline ouvrait la vanne. Voilà. Et voilà. On va aller au cœur de notre histoire. Et ce que vous vous apprêtez à découvrir, on ne s'y attend pas du tout quand on se balade à Salins. En sous-sol, nous découvrons un ouvrage architectural vieux de 800 ans. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette grande galerie servait à protéger deux puits d'extraction d'eau salée. Au XVIIe siècle, plus de 800 personnes y travaillaient. On a ici donc une galerie de 165 mètres de long, donc construite au XIe et construite en fait pour protéger le sel. C'est-à-dire que ce sel au Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que c'était l'or blanc et que c'était un produit indispensable. Indispensable à la conservation des aliments, mais aussi à l'hygiène. Le sel empêche le développement des bactéries. Dans une salle voisine, se trouve un extraordinaire système toujours en activité. Une roue à auger, 5 mètres de diamètre, dont le mouvement permet à une pompe d'extraire l'eau salée à 246 mètres de profondeur et dont le son transmet une émotion. Il n'y a même pas de mots, en fait. C'est-à-dire que quand vous traversez cette galerie, vous êtes attiré par le bruit de l'eau, vous percevez un mouvement, c'est très attractif et c'est merveilleux, c'est extraordinaire de savoir notamment qu'on a pu conserver tout ça jusqu'à aujourd'hui et que ça fonctionne toujours. Au milieu du XVIIIe siècle, avec l'essor démographique, la demande en sel s'accroît. Un nouveau lieu de production est créé à une quinzaine de kilomètres. Celui-ci est spectaculaire. C'est la saline royale d'Arc-et-Senans. 11 bâtiments traitaient les eaux salées et acheminées depuis Salins-les-Bains. Dès son arrivée en ces lieux, l'actuel directeur Hubert Tassy fut subjugué. À la fois la grandeur, évidemment, de l'espace, et puis l'asymétrie aussi des bâtiments. Et c'est vrai que même avec une photo, on ne peut pas se rendre compte de l'effet qui existe ici quand on rentre et qu'on se trouve face à la maison du directeur. Notre drone nous permettra de découvrir un cercle si parfait que le chemin de fer dut adapter son tracé à celui voulu par Nicolas Ledoux près d'un siècle plus tôt. Quand Ledoux a créé cette saline au XVIIIe siècle, il a vraiment vendu au roi Louis XV un lieu qui incarnerait la puissance de la France. Vous savez, c'était une région qui était récemment conquise, enfin sous Louis XIV, et il y avait encore un sentiment anti-français assez fort. Et donc ça a été un des arguments de Ledoux, c'était de faire de cette saline vraiment le lieu, le siège du pouvoir royal. Il s'inspire du style gréco-romain et de la Renaissance italienne. Certains bâtiments sont ornés de sculptures symbolisant la récolte de la saumure. Il imagine un ensemble rationnel où chaque bâtiment possède une fonction spécifique. La production du sel, l'administration, mais aussi le logement des ouvriers, dont les maisons possèdent chacune un petit potager à l'arrière. Une préoccupation sociale assez rare au XVIIIe siècle. Ce jour-là, des étudiants paysagistes y préparaient une fresque végétale pour le festival des jardins prévu au mois de juin. Une fois qu'ils auront enlevé toutes les plantes et puis assaini un peu la zone d'allée, là, on fait le terrassement. Ok. Travailler dans un des projets emblématiques de Ledoux, ouais, c'est assez incroyable. Surtout en plus là, la parcelle qu'on jardine, c'est une parcelle qui est pile dans l'axe un peu de ce demi-cercle-là, l'axe central qui est mis en place par la saline. Dans l'un des bâtiments, nous découvrirons un musée entièrement consacré à l'œuvre prolifique de Nicolas Ledoux. Autour de ce traité d'architecture, la vie de cet urbaniste de l'Ancien Régime, parfois qualifié d'utopiste, est présentée en une soixantaine de maquettes. Projets rêvés, dont la plupart n'ont jamais vu le jour. Comme cet atelier de charbonnier, cette forge à canon inspirée des pyramides d'Égypte, ou encore ce cimetière dont le centre en forme de parabole devait laisser voguer les âmes. Par la route du sel, nous pénétrons en Suisse. Au Moyen-Âge, l'or blanc y arrivait depuis le Jura voisin, puis était acheminé par le lac de Neuchâtel vers le continent européen. Les bateaux de charge et de sel passaient donc depuis la Thièle
Ils descendaient là long, soit à voile, soit à perche. Quand il y avait du vent, à voile. Quand il n'y avait pas de vent, on restait près du bord et on perchait. À Yverdon, les anciens entrepôts de sel jouxtent la rivière Thiel, comme ce bâtiment devenu palais de justice. On vient de dépasser le pont et on se retrouve à la frontière de ce qui était la ville médiévale. Passant devant la statue d'un célèbre pédagogue répondant au nom de Pestalozzi, nous remarquerons les façades ocres et les ruelles étroites dont certaines perspectives ouvrent sur un château édifié en 1235, dont le symbole, le l'ours, affirme la présence bernoise sur les boiseries anciennes. Dans les caves du château se trouve un témoignage unique. Lors de fouilles archéologiques, les scientifiques ont mis au jour cette barque romaine de 10 mètres de long fabriquée en chêne. Sa présence nous montre qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, cette région située de nos jours sur la ligne frontière franco-suisse était favorable au commerce. Yverdon était une plaque tournante, notamment pour le commerce du sel, mais aussi pour d'autres types de commerce. Ça l'était déjà en fait à l'époque romaine, et c'est pour ça que la ville s'est développée en continu en fait. Pendant tous ces siècles, on a une présence continue depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Avant de découvrir ses propres gisements de sel, la Suisse dut attendre la fin du XVIe siècle. Ceux-ci étaient en altitude, au cœur de la montagne et parfois sous la neige. Allons-y. Le but de l'opération, c'est qu'on n'oublie personne dans la montagne tout à l'heure quand nous ressortirons. Tout est-il bien clair? À B se trouve le premier gisement de sel découvert en Suisse. Une petite partie se visite. Venez voir là une reproduction de l'outillage classique d'un mineur de l'époque. Vous reconnaissez à tous ici le marteau, très facilement. Et là, c'est ce qu'on appelle une cisette. Et une fois qu'on a trouvé le bon ongle, avec le marteau depuis derrière, eh bien, j'éclate le rocher, ainsi de suite. Et petit à petit, nous partons à la recherche du roc salé. Alors, qui est le premier volontaire? Tu es là, donc, à la zone des saphirs bleus. Ici même, jeune homme, tu prends l'avancement. On va les repasser ici, le jeune. Bonjour. Ils revivent le travail des mineurs. Dès 1680, ils vont creuser près de 50 km de galeries à la main, des puits, des tunnels, de spectaculaires escaliers pour extraire ce qui était à l'époque l'équivalent de notre pétrole. Ils furent près de 300 à travailler dans l'obscurité. Aujourd'hui, il en reste 3. À 6 heures du matin, nous partons avec Gabriel Carrasco. Il nous emmène sur son lieu de travail, à l'intérieur de la montagne. Dès qu'on rentre, le temps passe très vite à l'intérieur de la mine. On ne sait pas pourquoi, mais ça passe vite. On est hors du temps. Nous arrivons dans une salle en exploitation, opportunément appelée salle de l'espace. Les anciens ils ont voulu appeler comme ça, peut-être parce qu'il était bien perdu au fond de la mine. Les mineurs vérifient le fonctionnement des installations, la qualité de la saumure, son taux de sel. C'est hyper salé. Oui, effectivement, là on se trouve presque au point de saturation, donc ça veut dire à 300, plus ou moins 300 grammes de sel par litre d'eau. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus salé que la mer morte. En observant la roche, nous distinguons des traces de sel comme des veines aux dessins abstraits. Il faut savoir qu'avant, il y avait une mer qui recouvrait toute la Suisse et toute l'Europe, en fait. Et après, avec la poussée des Alpes, ça restait enfermé. Il a fait une sorte de lagon salé. Et puis, gentiment, avec des années, ça a évaporé, ça fait des couches. Ça a tout mélangé, ça fait la complexité de la recherche ici. Il faut ainsi creuser pour prélever ce que les mineurs appellent des carottes, bâtons de pierre mêlés de sel, y projeter de l'eau sous pression. Le sel dissous dans l'eau formera la saumure. Cette roche, il va la préserver. Ça fait des millions d'années qu'elle est comme ça mélangée, donc ça garantit que le sel des Alpes est très pur et puis pas en contact avec la surface et avec des agents contaminants. Pour comprendre le travail fou réalisé par les premiers mineurs,
Gabriel tient à nous faire vivre une expérience déconseillée aux personnes claustrophobes. Là, on est vraiment au milieu de la montagne, là. Exactement. Là, on est à 250 mètres. Et tous ces parois, ils ont été crossés entièrement à la main, sans l'utilisation ni des explosifs, ni des machines. Les deux mots qui ressortent souvent, c'est le respect et puis la passion. Le respect pour tous les travaux qui ont été faits. Et puis, il faut être vraiment passionné pour continuer à travailler ici. Le chemin du sel est creusé par l'homme. Gabriel nous en fait la démonstration en nous présentant ce tunnel. Par gravité, la saumure descend à travers la montagne vers l'usine de B située dans la vallée, quelques kilomètres plus bas. Répartis sur 3 sites, les salines suisses ont le monopole de production de sel pour toute la Suisse. Arnaud dirige le site de production. La saumure y est chauffée, puis après évaporation, le sel subsiste. Nous découvrons une succession de canalisations, tableau abstrait pour les néophytes que nous sommes. Mais en revivant le voyage du sel, un vertige nous saisit. Le sel que l'on voit sur le tapis là, c'est le sel qui voit pour la première fois la lumière du jour depuis qu'il a été emprisonné au cœur de la montagne. Depuis combien d'années? Depuis 200 millions d'années. Jusqu'à 650 000 tonnes de sel par an sont produites par les salines suisses, pour l'alimentation, mais aussi l'industrie et le salage des routes. Sous nos yeux, une montagne se dévoile. Comme un grain de sel traversant l'histoire.